Un podcast ici. En ce printemps de 1937, Vincent Lacroix, moniteur à l'aéroclub du Touquet-Paris-Plage, pose sur la piste de terre son Curtiss, un appareil d'observation à cockpit ouvert. Il relève ses lunettes sur son casque en cuir et se dirige vers le hangar d'une démarche étudiée. Et soudain, à l'horizon, un point lumineux accroche son regard. Le DC-2 est de retour, suppute le pilote, en portant une main à son front en guise de visière. Une dizaine de minutes plus tôt, le bimoteur a largué un groupe de parachutistes. Et effectivement, la carlingue argentée de l'avion étincelle maintenant à une centaine de mètres au-dessus du terrain. Lacroix poursuit sa marche, mais une image insolite est restée gravée sur ses pupilles. C'est pas possible. Non, mais j'ai dû rêver. L'aviateur scrute à nouveau le ciel, cette fois attentivement, et ce qu'il voit lui déchire le cœur. Un homme se balance dans les airs, suspendu par un pied à son parachute, resté coincé dans la roulette arrière du Douglas DC-2. Vincent Lacroix n'en croit pas ses yeux. Ballotté comme un insecte suspendu à un fil d'araignée, le parachutiste virevolte dans les airs en agitant les bras frénétiquement. En supposant que la suspente résiste aux à-coups et aux turbulences, à quelles conditions le malheureux pourrait-il regagner la terre ferme? Naturellement, le pilote du DC-2 est dans l'impossibilité d'atterrir sans risquer de le transformer en charpie. S'il parvenait à trancher le lien qui le relie à l'avion et à déployer son parachute ventral, il aurait peut-être une chance de s'en tirer vivant, réfléchit Lacroix en secouant la tête. Mais il n'y a qu'au cinéma qu'on assiste à ce genre d'exploit. Ça ne se produit jamais dans la vraie vie. Pour moi, ce type, il est déjà mort. Grâce à Jean-Marc Boisset, le mécanicien de l'aéroclub, qu'il s'est glissé aux côtés du pilote. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Lacroix se retourne. Une idée fulgurante vient de lui traverser l'esprit. Cours jusqu'au hangar, trouve un couteau et rejoins-moi à l'avion. 1 minute plus tard, les deux hommes grimpent à bord du Curtiss qui décolle aussitôt, sans que Lacroix ait pris le temps de vérifier le niveau de carburant. Le biplace, léger, effectue 5 tentatives d'approche du DC-2 sans succès. Des rafales de vent lui interdisent toute manœuvre de précision. Alors Lacroix fait signe à l'autre pilote de se diriger vers la Manche et de prendre de l'altitude. Puis il règle sa vitesse sur la sienne. Les deux avions volent de conserve vers l'ouest. Puis, avec 1000 précautions, Lacroix réussit à glisser son aile droite sous les suspentes du parachute. Boissel détache sa ceinture et, comme un diable qui surgirait de sa boîte, il se dresse dans le cockpit. À 160 km/h, à 900 mètres d'altitude, il tend les bras et saisit la taille de l'homme en perdition. Il s'agrippe à lui et le tire avec l'énergie du désespoir. Le visage de l'homme est couvert de sang. Il grimace de douleur, mais il est vivant. Une question se pose immédiatement. Où Boissel va-t-il bien pouvoir le caser dans l'espace exigu, tandis que Lacroix serre d'un peu plus près le DC-2 afin de relâcher la tension des suspentes, le mécanicien étant le rescapé à l'arrière du fuselage en lui maintenant fermement la tête. Mais ses deux mains sont occupées, et il lui est naturellement impossible de couper les suspentes à l'aide du couteau qu'il a emporté. Lacroix réduit imperceptiblement la vitesse du Curtiss. Il laisse le DC-2 s'éloigner millimètre par millimètre. Lorsque la distance est trop courte, le filin se retend et étire douloureusement la jambe du rescapé. Durant une fraction de seconde, la suspente s'est enfin correctement positionnée devant le nez de l'avion. Lacroix donne des gaz sans réfléchir, l'hélice tranche les cordes, le parachute libéré, s'emberlificote autour du manche à balai quand le Curtiss vire dangereusement sur l'aile. Boisset s'agrippe de toutes ses forces au blessé. C'est dans ces conditions acrobatiques, avec le corps du parachutiste blessé à moitié sorti de la carlingue, que Vincent Lacroix parvient à se poser sans encombre sur la piste de l'aéroclub. Transporté à l'hôpital et soigné pour de multiples fractures, le miraculé a expliqué à ses sauveteurs les circonstances de l'accident. Tandis que je m'apprêtais à sauter en dernier,
La courroie de mon parachute dorsal s'est accrochée au montant de la porte, déclenchant le mécanisme d'ouverture. La soie s'est engouffrée dans la cabine et m'a éjecté dans le vide. Puis, au lieu de se déployer correctement, mon parachute s'est mis en torche et il s'est enroulé autour de la roulette de queue. Alors, de mon harnais, seule une sangle de jambe a résisté, ne me retenant plus que par une cheville. Puis, l'une après l'autre, 24 des 28 suspentes se sont rompues. S'il est vrai que depuis plus d'un siècle, l'épopée aéronautique est une suite ininterrompue d'exploits et de tragédies, ce qui s'est déroulé au-dessus de l'aéroclub du Touquet en ce printemps 1937 restera dans les annales comme la tentative de sauvetage la plus aléatoire, mais aussi la plus miraculeuse de l'histoire de l'aviation.